Le sommet de Davos suit son cours. On compte parmi les participants Benjamin Netanyahou ou encore Manuel Valls. Le Premier ministre français a lancé une alerte sur la possibilité d'une dislocation de l'Union européenne. La justice britannique estime que Vladimir Poutine a approuvé le meurtre à Londres de l'opposant russe Alexandre Litvinenko, empoisonné au polonium. Moscou réagit et dément fermement. De nouvelles interpellations dans la commune bruxelloise de Molenbeek lors de perquisitions menées dans l'enquête sur les attentats de Paris. Le juge d'instruction doit décider de l'éventuelle inculpation de ces personnes. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette demi-heure d'infos en direct sur i24 News. Plusieurs leaders européens, dont Manuel Valls, ont espéré à Davos que l'Union parviendrait à éviter, je cite, le drame d'un Brexit, une des nombreuses menaces qui planent sur le continent, aux côtés notamment de la crise des migrants. Julia Ganancia. L'Europe au centre des débats à Davos. Sur la table des principaux leaders mondiaux, la crise migratoire, en particulier ses aspects économiques et sociaux. Ce problème majeur occupe une bonne partie des discussions. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu exhorte ce jeudi l'Union européenne à prendre des mesures concrètes pour aider son pays à enrayer le flux de migrants. Autre menace qui plane sur le continent, la possibilité d'un Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro. Plusieurs leaders espèrent que l'Union européenne parviendra à l'éviter. Parmi eux, Manuel Valls, sa présence est remarquée. Jamais un chef de gouvernement socialiste en exercice ne s'était rendu à Davos. Après tout ce que nous avons dit sur les défis et les crises, et de la même manière que je pensais que ça aurait été une erreur historique, mortelle, pour l'Europe si nous avions laissé partir la Grèce de la zone euro, je crois que dans la période que nous vivons, voir partir la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait un drame. Le Premier ministre britannique a engagé son pays dans la voie d'un référendum d'autodétermination sur la participation à l'Union européenne. S'il parvient à obtenir de ses partenaires européens quelques réformes institutionnelles, ce référendum pourrait avoir lieu en 2016. Cameron ferait campagne pour le maintien alors que la pression politique monte en Grande-Bretagne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que ce référendum est si crucial. Cela fait des années que la Grande-Bretagne s'éloigne de l'Europe et l'Union européenne est devenue de plus en plus impopulaire en Grande-Bretagne. En ajoutant à ça une succession de politiciens qui, un traité après l'autre, ont promis des référendums mais ne les ont jamais organisés. Je pense qu'il est absolument essentiel que nous ayons un soutien démocratique complet afin que la Grande-Bretagne puisse occuper la place qu'elle devrait en Europe. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce référendum. Autre moment fort, une poignée de main israélo-américaine, celle de Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Leur rencontre se tenait alors qu'Israël a confirmé l'appropriation de terrains dans la vallée du Jourdain, ce qui laisse présager de nouvelles constructions. Il s'agit d'une étude de terrain. Cette étude, parmi d'autres, ce n'est que routine et je ne pense pas que cela soit le problème. Aucune décision n'a été prise concernant cette terre, mais j'ai moi-même pris la décision de négocier la paix avec l'autorité palestinienne, s'ils souhaitent le faire. Je leur ai lancé un appel pour relancer les négociations car c'est comme ça que nous arriverons à la paix. Nous leur parlons et ils nous parlent. Et si nous y arrivons, cela sera une bonne chose pour les deux pays. Oui, nous espérons. Une décision qui risque d'exacerber les tensions avec les alliés occidentaux et laisse déjà présager une nouvelle condamnation internationale. En France, François Hollande a procédé à ses vœux au corps diplomatique. Thème abordé le Brexit, la lutte contre l'État islamique, mais aussi la levée des sanctions contre Téhéran. On l'écoute à ce propos. Le retour de l'Iran sur la scène internationale est désormais possible. Mais il ne dépend que de ce grand pays de le réussir. Il doit donc en administrer la preuve. La région, je l'évoquais, est sous tension très forte, et notamment entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Une désescalade est nécessaire, elle est même indispensable. Et nous devons tout faire pour assurer la stabilité de la région. C'est dans cet esprit que je me rendrai prochainement en Égypte, en Jordanie et au Oman. 2 hommes ont été interpellés dans la commune bruxelloise de Molenbeek lors de perquisitions menées dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Celle-ci a déjà permis de démanteler une partie du réseau qui a aidé Salah Abdeslam à rentrer en Belgique après les attaques, puis à disparaître. Le point en image. Pour l'instant, peu d'informations filtrées sur les 2 hommes. Le premier, Zakaria J, né en 1986, serait de nationalité belge. Le second, Mustapha E, né en 1981, viendrait lui du Maroc.
Ni armes ni explosifs découverts en leur possession. Mais les deux hommes auraient des liens avec différentes personnes impliquées dans les attentats du 13 novembre. Ils ont été interpellés lors de 2 perquisitions distinctes à Molenbeek. La commune bruxelloise est considérée comme un vivier de recrutement pour les jeunes djihadistes. C'est également la ville dont était originaire Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats abattus lors de l'assaut de Saint-Denis. Depuis le 13 novembre, l'enquête menée en Belgique a permis de démanteler une partie du réseau qui a aidé l'un des participants présumés aux attentats, Salah Abdeslam, à rentrer en Belgique puis à disparaître. Elle a aussi permis de découvrir 3 caches ayant servi à préparer les attaques. 10 hommes ont déjà été inculpés par la police belge, dont 9 sont encore incarcérés. Mais Salah Abdeslam reste, lui, introuvable. Et le juge d'instruction en charge du dossier doit donc décider de leur inculpation. Le point avec notre correspondante Aurore Boukassa. 2 personnes qui ont été interpellées lors des perquisitions qui se sont déroulées ce mercredi et ce jeudi. 2 personnes qui, comme le dit le parquet fédéral, ont des liens avec les personnes inculpées déjà dans le dossier des attentats du 13 novembre. Alors on y voit de plus en plus clair sur l'organisation de ce réseau. Est-ce qu'on peut parler d'une filière belge à présent ? La filière belge, elle est claire et nette, je pense. Mais on le voit, Molenbeek a vraiment une place importante parce que non seulement les personnes qui sont déjà inculpées habitaient pour la plupart ou habitent pour la plupart à Molenbeek, et ce sont des personnes qui se connaissent puisqu'elles ont grandi pour la plupart dans le même quartier, elles ont les mêmes cercles d'amis, ils fréquentent les mêmes endroits. Donc on peut parler vraiment d'une filière belge, surtout dans la commune de Molenbeek. Attaque dans le Sinaï. 5 policiers ont été tués par balle dans une attaque perpétrée contre un poste de contrôle. Et depuis que l'armée a destitué Mohamed Morsi, l'Égypte est en proie à de nombreuses attaques djihadistes de ce type. Les services de sécurité sont par ailleurs mobilisés à travers tout le pays à l'approche du 5e anniversaire de la révolte ayant chassé Hosni Moubarak du pouvoir. Puis on reste dans la région avec au chapitre diplomatique cette nouvelle manœuvre palestinienne. Ramallah essaie cette fois d'arracher à l'ONU une résolution qui établirait l'illégalité des implantations juives en Cisjordanie. Maxime Pérez. Nouvelle bataille diplomatique en vue pour Israël au Conseil de sécurité. À Jérusalem et Ramallah, on confirme que les Palestiniens travaillent à une résolution rendant illégales les implantations juives de Cisjordanie. Illégale au regard du droit international et constituant également un obstacle à la paix. Le sujet aurait été une première fois évoqué à Paris il y a quelques semaines lors d'une visite de Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères palestinien. Laurent Fabius, son homologue français, n'y aurait pas été insensible. Et pour cause, le texte palestinien comporte des similitudes avec le projet de résolution français qui lui avait été présenté lors d'une réunion du Quartet en septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans cette campagne, Ramallah mobilise également son négociateur en chef Saeb Erekat, chargé d'obtenir le soutien de la Ligue arabe. Il se serait d'ores et déjà entretenu avec son secrétaire général, Nabil El Arabi. Ça n'est pas la première fois que les Palestiniens tentent d'accentuer l'isolement de l'État hébreu, mais les responsables israéliens redoutent une volte-face de Laurent Fabius. Pressenti sur le départ du Quai d'Orsay, le chef de la diplomatie française pourrait céder aux pressions palestiniennes. Une fois de plus, ce sont les États-Unis qui joueront les arbitres. Washington appliquera-t-il son droit de veto pour protéger son allié ? Rien n'est moins sûr et Benyamin Netanyahou tentera de s'en assurer à Davos ce jeudi, où il doit notamment s'entretenir avec le secrétaire d'État américain, John Kerry. On reste en Israël avec ces premières images de la toute nouvelle barrière de sécurité érigée à la frontière jordanienne, une de plus après celle posée en Cisjordanie ou à la frontière égyptienne. Un système qui fait ses preuves mais qui est régulièrement décrié. Mathias Inbar. Voici les premiers clichés de la barrière de sécurité à la frontière orientale entre Israël et la Jordanie, construite à quelques kilomètres au nord d'Elat. Coût du projet, 300 millions de dollars, environ 1,2 milliard de shekels. Le modèle est le même que celle construite le long de la frontière sud avec l'Égypte et au nord, le long du plateau du Golan. Plusieurs mois ont été nécessaires au déblayage de terrain dans une topographie particulièrement rocailleuse. Les premiers panneaux d'acier ont donc été posés et avec eux, tout un système de caméras de télésurveillance ultramoderne. Objectif capable de détecter les éventuelles tentatives d'incursion ou d'approche de djihadistes de l'État islamique, de plus en plus présents dans le Sinaï égyptien, mais également pour lutter contre les vagues de migrants.
Cette barrière de sécurité intelligente complétera ainsi celle qui est déjà positionnée le long de la vallée du Jourdain et comprendra des tours d'observation et plusieurs postes de contrôle. Le ministère de la Défense israélien a indiqué que cette barrière servira également à renforcer la sécurité autour du futur aéroport Ilan Ramon dans la région de Timna, au nord d'Eilat. L'Union européenne planche sur une réforme majeure des règles d'accueil des réfugiés. Le partage du fardeau se heurte à de fortes résistances. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel apparaît de plus en plus isolée sur ce dossier. Analyse de la Berdugo. Les conservateurs semblent s'impatienter face à l'inflexibilité d'Angela Merkel à changer sa politique d'immigration. Ils appellent la chancelière à prendre des solutions drastiques au niveau national. Selon eux, elle devrait suivre l'exemple autrichien et limiter le nombre de demandeurs d'asile qui seront acceptés en 2016. Aujourd'hui, elle a rencontré les députés de la CSU, l'équivalent bavarois de son parti. Ils réclament un plafond de 200 000 réfugiés par an au lieu d'1 million l'année dernière. Alors même si des échanges ont été mouvementés, eh bien Angela Merkel ne bouge pas d'un iota et déclare que la solution viendra d'une coopération européenne. Elle a déclaré « Nous y arriverons ». Seulement aujourd'hui, de nombreux pays rejettent cet appel à la solidarité. Et puis une intervention assez inhabituelle, celle de Joachim Gauck, le président allemand. Il ne s'exprime que très rarement sur la politique intérieure ou seulement dans les grandes lignes, mais aujourd'hui, il donne son avis. Il admet que l'Europe et plus particulièrement l'Allemagne doit limiter le nombre de réfugiés. Alors face à toute cette contestation, est-ce que Angela Merkel doit craindre pour son avenir politique ? Bien, en tout cas, en Allemagne, la question se pose, même si elle n'a pas pour l'instant de concurrent sérieux à droite ou à gauche. Dimanche, Das Bild titrait « Merkel est-elle encore la bonne ?» Pour Die Welt, il est temps que pour Angela Merkel d'annoncer son plan B, car son plan pour une solution pan-européenne a échoué. Enfin, on termine avec le journal économique Handelsblatt qui déclare « Obama a gagné avec son Yes Weekend, Merkel pourrait perdre avec son Nous y arriverons ». La crainte d'une explosion sociale agite la Tunisie alors que se multiplient les manifestations dans la région défavorisée de Kasseri contre le chômage et la misère. Des fléaux toujours aussi aigus 5 ans après la révolution. Océane Nicole. Les manifestants jettent des pierres, les policiers y répondent par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Depuis plusieurs jours, à Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie, les contestations sont fortes. Plusieurs policiers et habitants ont été blessés. Cette région est minée par un taux de chômage élevé. Ce mercredi, ils étaient des centaines rassemblés devant le siège du gouvernorat. Ils réclament des solutions. Nous savons que le problème du chômage est un problème national et c'est pourquoi la révolution de 2011 a eu lieu. Aujourd'hui, ce sont les mêmes slogans qui sont scandés, travail, liberté, dignité. Nous n'avons pas vu de changement dans les politiques économiques et sociales du gouvernement. Il y a toujours autant de pauvreté, et même plus qu'avant. D'autres villes du pays manifestent en soutien à Kasserine. Plus de 150 personnes s'étaient rassemblées à Tunis. Le ministère de l'Intérieur veut éviter toute escalade et souhaite protéger ses citoyens. Il promet des mesures en faveur de la région. Il s'agit notamment de 5000 embauches, 600 millions d'euros d'allocations et la construction de 1000 logements sociaux. Le gouvernement est un gouvernement démocratique. Ce gouvernement tient à garantir les droits des manifestants d'exprimer leur opinion et leurs protestations. Et en même temps, le gouvernement est attaché à ses obligations dans la protection des propriétés publiques et privées. La ville de Kasserine s'est embrasée le week-end dernier après la mort d'un chômeur de 28 ans qui s'est tué en escaladant un poteau devant le siège du gouvernorat. Il protestait contre son retrait d'une liste d'embauche dans la fonction publique. Le meurtre en 2006 de l'ex-agent du KGB Alexandre Litvinenko a été commandité par un État. C'est ce qu'affirme David Cameron après la publication du rapport d'un juge britannique impliquant la Russie et Vladimir Poutine dans cet assassinat. Léa Berdugo. Un rapport accablant pour Vladimir Poutine. Le président russe est désigné comme le probable commanditaire de l'assassinat d'Alexander Litvinenko.
Le 1er novembre 2006, cet ancien espion du KGB de 46 ans rencontre dans un hôtel les anciens espions Andrei Lougovoy et Dmitri Kovtun. Il décède quelques jours plus tard, laissant derrière lui une lettre accusant le président russe d'être responsable de sa mort. Très vite, l'Agence britannique de protection de la santé annonce qu'il a été empoisonné avec du polonium-210, une substance hautement radioactive. Les conclusions de l'enquête sont aujourd'hui sans équivoque. Andrei Lougovoy et Dmitri Kovtun ont assassiné Litvinenko pour le compte d'autrui, probablement de l'État. Sa veuve réclame l'expulsion du Royaume-Uni des agents russes impliqués dans le meurtre de son mari et des sanctions contre le président russe. Je me réjouis bien entendu qu'un tribunal britannique ait montré avec des critères élevés d'indépendance et d'équité que les mots prononcés par mon mari sur son lit de mort accusant M. Poutine de son meurtre étaient vrais. Le but de ce rapport, prendre le relais des investigations judiciaires bloquées par le refus de Moscou d'extrader les deux suspects. Pour l'un des accusés, Andrei Lougovoy, ce rapport est une farce. Il n'y a pas eu d'enquête publique en tant que telle. Tout ce qu'il se dit, se référant à une audience ouverte et publique, est un mensonge outrageux, et je n'ai pas d'autre mot pour le décrire. Une affaire qui ravive les tensions entre Londres et Moscou. Toute la journée, les réactions se sont succédées. L'ambassadeur russe à Londres a été convoqué. La police, de son côté, réclame l'extradition des deux suspects. Toutefois, la ministre britannique de l'Intérieur a prévenu que les relations devaient rester cordiales entre les deux pays du fait de leur implication dans la coalition contre l'État islamique. Voilà pour la première partie de cette édition. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à suivre dans ce journal. Déjà 10 ans que l'affaire Ilan Halimi a éclaté, l'assassinat de ce jeune juif français par le gang des barbares a marqué le début d'une vague d'attaques antisémites sans précédent en France. Révélation après les attaques menées par des Palestiniens contre la Suisse dans les années 70. Les autorités de l'époque auraient passé un pacte secret afin d'en venir à bout. Les détails à suivre. Un quatrième greffé d'un cœur artificiel est décédé. La société créant les prothèses affirme que la mort est due à des complications médicales. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, Ilan Halimi, jeune vendeur de téléphonie mobile, était enlevé par le gang des barbares et torturé à mort parce que juif. Son décès a véritablement marqué un tournant pour la communauté juive de France. 10 ans plus tard, le constat est toujours plus alarmant. Joseph Emmanuel. C'est le 21 janvier 2006 que la vie d'un jeune vendeur de téléphone bascule. Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé en région parisienne, attiré dans un guet-apens par une jeune fille qui fait office d'appât. Le jeune homme sera torturé pendant 24 jours dans une cave d'une cité HLM de Bagneux. Il est découvert agonisant 3 semaines après l'enlèvement, laissé pour mort par ses ravisseurs le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan décédera lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révèle des brûlures sur 80% de son corps, de multiples hématomes, plaies et contusions. Mais le médecin légiste conclut qu'aucun des coups portés n'a été mortel. Ilan est mort de l'ensemble des violences et tortures subies durant 24 jours. Ses ravisseurs, surnommés le gang des barbares, voulaient obtenir une rançon. Un gang composé de 27 personnes, chacune a un rôle précis, geôlier, gardien, rabatteur ou tortionnaire, tous gravitent autour d'un chef, Youssouf Fofana. La France découvre avec effroi son visage. Violence, antisémitisme, des milliers de Français choqués descendent dans les rues pour dénoncer ce crime barbare. Avant Ilan Halimi, le gang des barbares avait tenté une dizaine d'enlèvements et toutes les personnes visées étaient de confession juive. Le motif du crime est reconnu comme crapuleux et antisémite. Il s'agissait d'extorquer de l'argent à la famille de la victime, supposée riche car juive. Le 15 février, Fofana fuit en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Il est le seul des 27 accusés à être condamné à perpétuité. Après avoir été enterré en France, le corps d'Ilan Halimi repose désormais dans un cimetière de Jérusalem.
Voyage dans le temps à présent. Dans les années 70, la Suisse avait été visée de nombreuses fois par des terroristes palestiniens. Dans son nouveau livre, Marcel Guir, un journaliste, révèle que le conseiller fédéral de l'époque avait fait cavalier seul pour mettre fin aux attaques en passant en accord avec les chefs palestiniens dont Yasser Arafat. Maël Benoliel. L'entrevue est restée secrète jusqu'à aujourd'hui. Tout commence le 18 février 1969. 4 terroristes du Front populaire de la libération de la Palestine attaquent un avion d'El Al, la compagnie israélienne, à l'aéroport de Zurich. Le pilote est tué, un des terroristes est abattu, les 3 autres arrêtés puis condamnés. Un an plus tard, un avion Swissair reliant Zurich à Tel Aviv explose en vol peu après le décollage, tuant 47 personnes. Une bombe a été placée à son bord. Les auteurs de cet attentat n'ont jamais été démasqués. Quelques mois plus tard, le 6 septembre 1970, un autre avion de Swissair reliant New York à Zurich est détourné avec d'autres vers l'aéroport jordanien de Zarqa. Les terroristes réclament la libération de prisonniers palestiniens, ce qu'ils obtiennent. Les otages sont libérés 3 semaines plus tard. Cette série d'attentats contre la Suisse va pousser le ministre helvète des Affaires étrangères de l'époque, Pierre Grabé, à solliciter une rencontre avec des représentants de l'OLP, l'organisation politique et paramilitaire dont Yasser Arafat est à la tête. La rencontre est arrangée à Genève dans le plus grand secret. Le but, former un pacte avec les Palestiniens pour éviter d'autres attaques terroristes sur le sol suisse. C'est en tout cas ce que révèle le journaliste allemand Marcel Guir dans son ouvrage Les années de terreur en Suisse. De nombreuses questions restent toutefois ouvertes, car tous les détails de cette entente sont en effet protégés. Il faut le délai de 50 ans pour que les archives suisses livrent des pièces supplémentaires au puzzle, soit d'ici 2020. Des révélations qui pourraient bien créer une crise diplomatique entre la Suisse, les États-Unis et Israël. Une nouvelle qui devrait ravir les fous d'astronomie. Une 9e planète pourrait se trouver dans la partie la plus éloignée de notre système solaire. Une découverte faite grâce à des modèles mathématiques et des simulations par ordinateur. Chloé Demoulin. Elle serait 10 fois plus lourde que la Terre et évoluerait sur une orbite 20 fois plus éloignée que Neptune. Des chercheurs américains de l'université Caltech en Californie pensent qu'une 9e planète se cache dans notre système solaire. Nous ne l'avons pas encore vue, mais nous avons vu son influence gravitationnelle sur la partie extérieure de notre système solaire, donc nous savons qu'elle est là. Cette planète gazeuse, à la composition semblable à celle d'Uranus et de Neptune, serait en fait dissimulée par Pluton. Son existence permettrait d'expliquer l'évolution mystérieuse d'objets dans cette zone éloignée du Soleil et restée largement inexplorée. Je pense que cela va avoir un impact sur les astronomes qui vont essayer d'aller la trouver. Tout le monde voudra être celui qui aura vu le premier cette 9e planète. Ce sera vraiment excitant. Les spécialistes restent toutefois prudents. Il est déjà arrivé par le passé que des astronautes prédisent ainsi l'existence d'une planète et qu'elle n'ait pourtant jamais été trouvée. L'espoir n'aura pas duré bien longtemps. Le 4e patient greffé du cœur artificiel de Carmat est mort. Selon la société française, la prothèse est hors de cause. Le décès serait dû à des complications médicales. Le cœur artificiel n'aura pas tenu. Âgé de 58 ans, le patient décédé cette nuit souffrait de déficience biventriculaire. Il avait été opéré le 22 décembre dernier à l'hôpital parisien de la Salpêtrière. La société française Carmat qui a développé ce cœur artificiel l'assure. La prothèse n'est pas impliquée dans le décès. Nous avons réalisé une implantation sur un patient en phase terminale de son insuffisance cardiaque. L'implantation s'est déroulée tout à fait convenablement et la prothèse a donné toute satisfaction tout au long de son fonctionnement. Nous connaissons les risques liés à ce type d'intervention et malgré tous les efforts de l'équipe, le patient est décédé de complications médicales non liées à la prothèse. L'entreprise de prothèses de cœur artificiel a déjà procédé à 4 implantations dans le cadre de précédents essais. Le premier patient avait été greffé en décembre 2013. Il était mort 74 jours après l'opération. Le deuxième était décédé 9 mois après avoir été greffé. Le troisième patient était lui mort 4 mois après son opération, mais la prothèse n'était pas impliquée dans son décès. La société Carmat cumule donc une expérience clinique de 21 mois de fonctionnement. Elle prépare maintenant son étude clinique pivot, une étude qui va permettre d'élargir l'expérience à plusieurs patients et à d'autres pays européens. Carmat pourrait donc obtenir le marquage conforme aux exigences, un marquage indispensable pour la mise en place de la prothèse sur le marché.
Mikhail Baryshnikov revient à Tel Aviv. Le célèbre danseur étoile se produit sur la scène du centre Suzanne Delahal. Il s'essaye cette fois-ci à la comédie. Il a brillé en tant qu'étoile, caressé la scène de ses pas légers. On se souvient de lui dans Gisèle ou le Lac des Cygnes. Aujourd'hui, la star de la danse, Mikhail Baryshnikov, s'essaye à un nouveau genre. Il fait escale à Tel Aviv en tant qu'acteur. Il fait partie de la famille. Je le fais venir autant que je peux, tous les 2 ans, avec quelque chose de nouveau. Il a commencé comme danseur et là, il est venu en tant qu'acteur. Il a aussi exposé ses photographies et maintenant, il joue en solo. Chaque fois, il offre quelque chose de nouveau, de frais. Une réinvention perpétuelle qui fait le bonheur des spectateurs. C'est vraiment quelque chose de voir une telle idole sur scène, quelqu'un avec qui vous avez grandi, un personnage si important. Et voir cette production est encore plus intéressant car c'est du théâtre. C'est un très grand artiste, un grand danseur. Il est génial dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un que vous devez absolument voir. C'est pour ça que je suis venu à cette représentation. En 1974, lors d'une tournée du Bolchoï au Canada, Mikhail Baryshnikov s'enfuit. Il demande l'asile politique. C'est ainsi qu'il déserte l'Union soviétique. De nombreux Russes le considèrent aujourd'hui comme une figure affranchie. Il est le symbole de la liberté, du talent et de la lutte sans crainte contre le totalitarisme russe. Je déteste ce qui se passe en Russie en ce moment. Le danseur américano-russe est en représentation à Tel Aviv jusqu'au 24 janvier. Retour de l'info dans quelques instants.